pouvoir parallèle, une force occulte, un État dans l'État. Peu importe l'influence qu'on lui prête, la franc-maçonnerie a depuis toujours alimenté toutes sortes de fantasmes. On dit que on ne peut pas constituer un gouvernement sans qu'il y ait au moins un ministre franc-maçon. Je suis rentré en franc-maçonnerie au milieu des années 90, ça devait être en 95 précisément. J'appartiens effectivement à la maçonnerie, mais je considère que c'est une affaire privée. La maçonnerie n'est pas un pouvoir dans l'État. Elle a quand même son mot à dire dans l'évolution de la société, et elle le dit. On ne peut pas dire que la franc-maçonnerie en France n'est pas un pouvoir, c'est un pouvoir. Une institution et, a fortiori, un réseau, c'est un peu comme un iceberg. Il y a l'influence visible et puis il y a l'influence... Une petite embellie en 1981, puisqu'on est monté à 90 députés sur 577 qui étaient francs-maçons, dont 50 dans le seul groupe du Parti socialiste. Donc il y a eu une petite embellie en 81, au point d'ailleurs qu'on a eu le sentiment que, effectivement, François Mitterrand avait donné un essor au pouvoir maçonnique. Le grand maître de la Grande Loge de France, Jean Verdun, m'a confié que le Grand Orient, d'ailleurs, ne se sentait plus. Il avait les chevilles qui avaient triplé de volume. Ils avaient le sentiment que, dès lors, ça y est, c'était une renaissance du Grand Orient au sein de la République et que pas une loi ne devait être adoptée à l'Assemblée sans être passée par l'obédience Grand Orient. La fraternité sous le sceau du secret, c'est l'une des valeurs fondatrices de la franc-maçonnerie. À l'issue de chaque tenue de loge, c'est ainsi que les frères se séparent. En France, on estime à 150 000 le nombre d'initiés, hommes et femmes, qui ont rejoint le rang et le décorum des obédiences. Pour les petits arrangements entre frères, notamment en politique, dans la police, la justice ou les médias, la discrétion est de rigueur. Rares sont les hommes publics qui reconnaissent leur appartenance. Plusieurs affaires judiciaires impliquant des maçons, comme l'ancien maire de Cannes, Michel Mouillot, ont terni l'image de l'association. Bonsoir Sophie Coignard, merci d'être avec nous. Vous venez de publier un livre, Enquête, intitulé « Un État dans l'État ». On va parler de ces relations entre la franc-maçonnerie et le pouvoir. D'abord une question simple, est-ce que l'on retrouve autant de francs-maçons à droite qu'à gauche ? Bonsoir. Oui, il y a aujourd'hui autant de francs-maçons à droite qu'à gauche, même s'ils le cachent peut-être un peu plus. Est-ce que ce culte du secret, il est toujours aujourd'hui aussi fort ? Il est plus fort que jamais, en effet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que effectivement, la franc-maçonnerie est plus qu'un réseau social. C'est vraiment un État dans l'État, c'est-à-dire que les francs-maçons sont très présents dans certains fiefs publics, comme des grandes entreprises, disons EDF ou Air France, et aussi, comme le disait très bien votre reportage, dans des ministères, comme par exemple le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Justice. Et évidemment, ces fiefs sont tenus d'autant plus facilement que chaque franc-maçon, le jour de son initiation, prononce un double serment de secret et de solidarité. Ça veut dire que quand l'ancien ministre du Travail, Xavier Bertrand, accepte de reconnaître son appartenance à une loge, il s'agit d'une exception. Et est-ce que lorsqu'il le fait, ça lui pose des problèmes ? Alors, effectivement, il est très rare de faire comme Xavier Bertrand qui a assumé son appartenance, et je pense que c'était une très bonne chose. Et d'ailleurs, il a montré par son parcours ensuite que le fait d'assumer ne nuit pas à la carrière, puisqu'il poursuit une très belle carrière politique. Et ça devrait être effectivement, de mon point de vue, un exemple pour beaucoup d'autres francs-maçons influents et en position de pouvoir. Mais est-ce que révéler le fait qu'un homme politique est membre de la franc-maçonnerie, c'est une sorte d'outing maçonnique, cela relève de la vie privée ou pas? Est-ce que finalement c'est condamnable en France? Ça ne l'est plus depuis une date très récente, depuis une décision de la Cour de cassation de 2005, qui considère que pour un homme public ou qui a des responsabilités importantes, il est légitime de faire allusion à son appartenance maçonnique. Donc ça n'est plus illégal. Et sur le plan des principes, eh bien, je crois qu'il est très difficile, par exemple, d'admettre que dans une démocratie, un juge puisse être franc-maçon et puisse juger un prévenu franc-maçon, éventuellement défendu par un avocat lui-même franc-maçon, avec un expert judiciaire qui peut l'être aussi. C'est assez clair. Merci beaucoup Sophie Coignard pour votre livre. Donc effectivement, un État dans l'État. Merci beaucoup. Du Nouvel Obs de cette semaine. C'est une bonne idée. Vous titrez sur ces francs-maçons qui nous gouvernent. Est-ce qu'il y a
plus de francs-maçons dans l'équipe de François Hollande qu'il y en avait avant? C'est mécanique. À gauche, il y a plus de francs-maçons qu'à droite. Il y en a à droite aussi. Mais qu'est-ce que ça change? La franc-maçonnerie, historiquement, c'est de gauche. Qu'est-ce que ça change? Vous avez des questions qui sont particulièrement sensibles aux yeux de la franc-maçonnerie. Par exemple, le mariage gay. En matière de mœurs, la franc-maçonnerie est toujours, entre guillemets, plus avancée, plus progressiste que la moyenne de la population. Et donc, sur les questions de mariage gay et de vote des étrangers, ils ont une influence indiscutable, qui à mon avis est positive en plus. Nous avons, au Grand Orient de France, et en général dans la franc-maçonnerie, le sentiment que nous avons une dette sociale, dans la mesure où nous disposons d'un savoir, qui est un savoir acquis dans nos loges, et donc d'un pouvoir, parce qu'on en revient finalement à votre conclusion. La conclusion, c'est celle du pouvoir. Et nous avons un certain pouvoir, et que nous avons aussi le sentiment qu'il est moral de le dire à un moment. Il est moral de l'exercer. Et nous reconnaissons les hommes qui s'engagent en voulant réhabiliter aussi le politique. Voilà un certain nombre d'éléments qui font que ce débat aura été enrichissant pour nous. Alors, nous ne vous avions pas donné toutes les clés, évidemment. Nous voulions vous voir, vous savez, dans une formule simple. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Merci à vous. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Quelle est votre position sur l'euthanasie? C'est un sujet sur lequel on vous a peu entendu ces derniers temps. J'ai été confronté personnellement à cette situation. Mais je pense qu'il faut évoluer. Il faut que notre législation puisse prendre en compte cette question qui n'est pas exceptionnelle, qui est de savoir à quel moment la vie doit s'arrêter. La franc-maçonnerie, toujours encore une fois, non pas en tant qu'institution, mais par l'intermédiaire d'un certain nombre de ses membres, s'est introduite dans l'appareil politique et elle y est restée. La franc-maçonnerie aujourd'hui encore possède de nombreux fiefs, de nombreux lieux de pouvoir dans lesquels elle est très influente, et qui sont quelquefois des lieux où s'exerce le pouvoir régalien. Je pense au ministère de l'Intérieur, où en gros on peut dire qu'un commissaire de police sur 4, et à l'échelon du dessus, un contrôleur général sur 2. Il y a également toutes les entreprises publiques ou ex-publiques, c'est-à-dire EDF, La Poste, Air France, mais aussi les banques ex-nationalisées, tout le secteur mutualiste, où les réseaux francs-maçons jouent un rôle considérable. Je m'engage à garder inviolablement le secret maçonnique, à ne jamais rien dire ni écrire sur ce que j'aurais pu voir ou entendre, pouvant intéresser l'ordre, à moins que j'en ai reçu l'autorisation. Les francs-maçons appartiennent à toutes les classes de la société. On trouve des initiés dans les professions libérales, dans la communication, chez les fonctionnaires ou encore chez les artisans. Et tous partagent le même secret. Le secret d'appartenance. On a coutume d'appeler les francs-maçons les frères invisibles. Les présidents ont toujours pris soin d'entretenir de bonnes relations avec les frères invisibles. Dans ses gouvernements successifs, François Mitterrand comptait un grand nombre de frères comme Charles Hernu, son ancien ministre de la Défense, décédé aujourd'hui, Henri Emmanuelli ou Pierre Jox, seraient aussi des francs-maçons affiliés au Grand Orient de France. Jacques Chirac, quant à lui, leur accordait une place privilégiée. Sous sa présidence, un ancien ministre comme Guy Dru ou l'ancien préfet Philippe Massoni, qui n'ont jamais démenti leur appartenance à la franc-maçonnerie. Nicolas Sarkozy a lui aussi toujours entretenu de bonnes relations avec les frères, et ce, dès ses débuts en politique dans les Hauts-de-France. Bruxelles porte leur marque jusque dans ses pierres, ils y ont laissé leur empreinte. On retrouve leurs symboles sur ces façades, et même si ce n'est pas toujours leur œuvre, dans ces espaces publics. Des rues leur sont dédiées, des monuments ont été édifiés à ces francs-maçons qui ont dirigé et façonné la capitale. La Belgique compte environ 25 000 francs-maçons. Le Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France, qui est donc l'instance suprême du Grand Orient de France, dans l'une de ses séances,
va pratiquement fixer mot à mot le programme du gouvernement pour l'année à venir. Mais il faut bien préciser que dans ce même Conseil de l'Ordre siègent plusieurs ministres du gouvernement. Et que d'une certaine manière, le Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France a presque la valeur d'un conseil de cabinet. Je l'ai vu clairement dans les débats qui ont eu lieu à propos de la fin de vie et donc de l'euthanasie. Ça, c'était très clair. C'était clair qu'il y avait manifestement une espèce de mot d'ordre qui avait été donné à ceux qui étaient proches de la franc-maçonnerie de tenir une ligne. Derrière cette société, il y a évidemment beaucoup de forces, on ne peut pas les dénommer ici, mais je me souviens très bien de ce qu'a dit M. Sarkozy lors de l'anniversaire de la Révolution française. Il a dit, où on célébrait la maçonnerie, il a dit la franc-maçonnerie est chez elle au ministère de l'Intérieur. Et je rappelle que M. de Villepin a fait à ce moment-là aussi un éloge de la franc-maçonnerie. 6 ministres francs-maçons aux côtés de Jacques Chirac. Outre Didier Bariani, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Georges Fontès, secrétaire d'État aux anciens combattants, ancien grand maître adjoint au Grand Orient. Christian Bergelin, à la jeunesse et au sport. André Rossineau, chargé des relations avec le Parlement. Absent le jour de la photo, Lucette Michaud-Chevry, chargée de la francophonie. Depuis, elle a quitté la franc-maçonnerie. Enfin, Alain Devaquet, à l'éducation nationale. Guy Pen est un homme d'influence. Haut dignitaire du Grand Orient, il connaît bien les milieux maçonniques proches du Parti socialiste. Oui. Combien de ministres à peu près? 3 ou 4. Une dizaine? Ah non. Non. Je peux les citer? Ah, sous votre responsabilité. Moi, je ne dis rien. Roland Dumas. Ah, je ne sais pas. Pierre Jox. Faut leur demander à tous. Pierre Jox. Kofi Yamian. Laurent Catala. Jacques Mélic. André Léniel. Auquel on peut ajouter René Telade, Jean-Michel Baillet, Martin Malvy, Jean-Pierre Soisson, nouveau ministre de l'Agriculture, et Michel Vauzel, qui n'est plus franc-maçon depuis 81. 1981, arrivée de la gauche. Le nombre des ministres francs-maçons passe du simple au double. Ils sont plus d'une dizaine dans les gouvernements maurois. Henri Emmanuelli, Joseph Franceschi, Georges Lemoine, François Abadie, Christian Nucci, Yvette Roudy et surtout le très respecté frère Charles Hernu. C'est avec Laurent Fabius qu'ils sont le mieux représentés. 14 ministres, dont Guy Langagne, secrétaire d'État à la mer, aujourd'hui député. Une centaine de francs-maçons sur 577 députés, une trentaine de sénateurs sur 321, 11 ministres pour 43 portefeuilles. Telle est actuellement la représentativité de la franc-maçonnerie. Il constitue le véritable pouvoir, car derrière l'apparence d'un pouvoir parlementaire, ministériel, il y a les loges, il y a le Grand Orient notamment. Élu grand maître pour une période de 2 ans, Pierre Lambicki a pour mission de diffuser partout les idées du Grand Orient de France. Ce que nous faisons comme politique, c'est avec un grand P, c'est-à-dire c'est au-dessus des partis politiques. Nous n'avons pas de politique partisane. Durant le congrès, les représentants des différentes obédiences vont dresser chacun un état des lieux des forces maçonniques dans leur pays. Leur objectif, tenter d'influencer les gouvernements afin de défendre et protéger leur idéal de progrès social. Dans la salle de conférence, les grands maîtres de 18 pays. Ils représentent à eux seuls la voix de plusieurs centaines de milliers de francs-maçons. À l'issue de la conférence, le grand maître du Grand Orient va encourager les francs-maçons présents dans l'assistance à être de plus en plus offensifs dans la société. La maçonnerie a le devoir d'intervenir sur les dirigeants de ce monde pour leur dire voilà où vous devez aller. Nous sommes dans l'obligation, puisqu'ils ne sont pas capables de le faire tout seuls, d'intervenir. Intervenir sur les dirigeants de ce monde, une position partagée par Luigi Prunetti, le grand maître de la Grande Loge d'Italie. Pour lui, la franc-maçonnerie est plus que jamais une force avec laquelle il faut compter. La maçonnerie est présente partout. C'est une force de proposition. L'Assemblée générale de la GLNF. Mission accomplie pour François Stifani. Plus de 2500 francs-maçons réunis pour une démonstration de force hors du commun. À cette occasion, les frères venus de tous les pays sont réunis pour une grande manifestation de fraternité et de solidarité. Dans l'assistance, des chefs d'État et des ministres de pays africains.
Exceptionnellement, notre présence est autorisée, mais à la condition de préserver l'anonymat de certaines personnalités éminentes. Pour l'entrée du très respectable grand maître de la Grande Loge nationale française, le très respectable frère François Stéphanie. Comme dans n'importe quelle assemblée générale, le grand maître dresse un bilan de l'activité. Nombre de nouveaux frères recrutés par l'obédience, nombre de loges créées, état des finances. Mais auparavant, François Stéphanie ouvre la tenue, selon la tradition maçonnique. Frère député grand maître, qui représentez-vous? Hiram Abif, le prince des architectes. Quel est votre devoir? Établir les plans, tracer les dessins et aider le très respectable grand maître dans l'accomplissement de l'ouvrage. Où est placé le très respectable grand maître? À Lorient. Qui représente-t-il? Le roi Salomon. Signe de foi, mes frères. Debout, mes frères, face à l'Orient, au signe d'apprenti. Par ce signe symbolique, chaque franc-maçon indique qu'il s'engage à avoir la gorge tranchée s'il ne respecte pas la loi du silence. Vous allez au Grand Orient en tant qu'invité ou comme membre? Mais ça vous regarde pas. On ne considère pas que ça doit être public. L'appartenance à la franc-maçonnerie ne doit pas être d'un niveau politique, ne doit pas être public. Ah, attendez, c'est que ce soit l'appartenance à la maçonnerie ou à la religion, je pense qu'un élu ne doit pas montrer quelque chose à ce sujet. Moi, je suis élu de tous mes concitoyens. Mais si on vous demande. Pardon? Mais si on vous demande. Tout à l'heure, on a dit qu'il fallait pas pipoliser. Moi, j'aime pas faire des réponses de cette nature parce que, vous savez, une fois, j'ai été trotskiste 3 ans et je me suis payé 30 ans de notule ex-trotskiste. Donc si un jour je dis je suis franc-maçon, on va marquer franc-maçon ex-trotskiste. Et si je dis non, je ne le suis pas, on va pas marquer n'est pas franc-maçon, mais on me retrouvera au carrefour suivant. Oui, c'est arrivé à Michel Field, sans dommage pour sa carrière, notule ex-trotskiste. De quoi? D'avoir dans sa notule ex-trotskiste. Mais c'est terrifiant parce que lui est journaliste, moi je suis homme politique, je ne suis pas trotskiste. Je suis idéologiquement un républicain socialiste, donc ça m'ennuie de toujours être envoyé à ce... Mais je ne veux pas me renier, je ne renie pas ma jeunesse. Vous avez dit, quand on écoute votre discours, vos mots, la façon dont Jean-Luc Mélenchon s'exprime, ses références, il y a un tropisme maçonnique presque, non? Oui, clairement, je suis très lié au courant des Lumières, ça c'est clair. Pour moi, c'est tout le reste est une intendance. La politique est une intendance de cette adhésion intellectuelle au siècle des Lumières et à l'idéal de l'émancipation de la personne humaine, émancipation radicale, culturelle, etc. Alors là, Xavier Bertrand a révélé récemment qu'il appartenait à la maçonnerie. Un peu contraint et forcé par l'Express. Oui, mais enfin il l'a fait. Et donc, est-ce que vous partagez la façon dont il l'a fait, ou en tout cas vous inciteriez les élus à le faire? Comment vous réagissez? C'est pas mes affaires, je ne m'y intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la question que vous m'avez posée d'abord. D'accord, mais c'est quand même un peu paradoxal, parce que la maçonnerie... Non, mais on parle de quoi? Du discours de Sarkozy ou de la maçonnerie? C'est pas le même sujet. On y viendra. Mais c'est important, puisque la maçonnerie renvoie à un socle de conviction, et finalement... Oui, on a dit que c'était la religion de la République. Et que par ce socle de conviction que vous êtes allé défendre au Grand Orient, vous avez pris la symétrique de ce qu'avait fait Sarkozy au Vatican. Donc c'est pas complètement de la vie privée, c'est un engagement intellectuel. Naturellement que j'ai mon indépendance d'esprit et je crois que j'en ai souvent à cette épreuve. Mais en même temps, en entrant en maçonnerie, j'ai contracté un certain nombre d'engagements. C'est-à-dire d'un minimum de respect, ce qu'on peut appeler les règles de l'ordre, de l'obédience. Et par conséquent, ce serait inconvenant de ne pas les respecter. Est-ce que vous êtes franc-maçon? Si je l'étais, je ne vous le dirais pas, mais ne l'étant pas, je ne vous le dirai pas non plus. André Santini, est-ce que vous êtes franc-maçon? On ne doit pas répondre, il paraît, mais je ne suis pas franc-maçon. Est-ce que vous êtes franc-maçon? Non, et normalement, vous ne devriez pas poser de telles questions, chacun est libre. Est-ce que vous êtes franc-maçon? Le problème ne s'est jamais posé. Je suis déjà juif, c'est déjà pas mal, non? Est-ce que vous êtes franc-maçon, monsieur Le Garrec? Je ne le dis pas. Pourquoi? Parce que ça ne regarde personne que moi.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la franc-maçonnerie, personnellement? J'en pense personnellement, mais pas en tant que maire de Paris. Sur le plan philosophique, beaucoup de bien, puisqu'en plus, pendant 2 ans, je ne l'ai pas caché. J'ai été maçon. Si vous regardez la profession de ces gens-là, ils ont tous des professions plus ou moins différentes, mais complémentaires. Le nombre de responsables politiques qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas francs-maçons alors qu'ils le sont est absolument énorme. Allez. Cette puissance est d'autant plus grande qu'elle est occulte. Comment peut-on la mesurer? Puisque vous ne savez pas quand vous parlez à qui vous parlez. Les francs-maçons se reconnaissent entre eux par des signes. Et la poignée de main en est un. Je vais vous dire qu'elle existe. Mais soyez sûr, je vous dirai jamais de quelle façon on l'a fait par conséquent. Nous avons des attouchements, une manière de toucher les mains. Nous avons des mots de passe. Attendez, vous pouvez me montrer comment on fait une poignée de main? Ah ouais, non mais... C'est-à-dire comme ça, voilà. C'est-à-dire que vous me serrez le pouce? Voilà, je vous serre le pouce et je vous fais des attouchements comme ça. Avec le doigt? Voilà. Dans l'enceinte même du Parlement, les élus francs-maçons ont eu recours à ce genre de signe à des fins politiques. Grâce à ce geste, sous la Troisième République, les gouvernements en difficulté ont sauvé leur majorité. Signe de détresse. Quel est-il? C'est le dossier Mouillot, notamment, qui avait été un grand révélateur dans ce domaine. On ne comprenait pas très bien pourquoi ce dossier avait traîné pendant tant d'années, alors que les faits étaient relativement simples. Éric de Montgolfier fait allusion aux instructions menées par le juge Jean-Paul Renard. Jean-Paul Renard est franc-maçon, membre de la GLNF. Officiellement, il a quitté l'obédience en 1998. L'enquête révélera que si Jean-Paul Renard a fait traîner si longtemps le dossier du maire de Cannes, c'est parce que Michel Mouillot est aussi franc-maçon. J'ai été moi-même approché, non pas pour mes qualités personnelles ou ma réflexion philosophique, mais parce que il manquait un juge d'instruction grâce dans l'organisation. Alors, vous avez entendu parler d'une ville ici qui s'appelle Charleroi et qui a donné lieu à pas mal d'affaires. Ici, je vous dis que probablement la moitié des personnes inculpées sont francs-maçons dans cette ville. Est-ce qu'on peut en déduire définitivement que c'est une affaire d'affairisme maçon? Est-ce qu'on peut en déduire que la maçonnerie a servi? Il faut voir. Je connais quelques dossiers où il n'y a que des maçons. Des dossiers qui ont mal tourné. Je suis bien obligé de me poser la question de l'influence de l'appartenance maçonnique. Oui, c'est une réalité. Parce que nombre de maçons racontent à l'occasion des petites histoires qui montrent que quand même il y a une réalité de la fraternité. Donc nous aurons par exemple un membre du parquet, un juge d'instruction, un doyen des juges, un policier, un gendarme, un douanier, un avocat, un huissier, etc., etc. Bon, il faut que les talents soient complètes. La GLNF compte plus de 15 000 membres dans le sud de la France. Des milliers de frères dans chaque région qui constituent des groupes de pression et travaillent en profondeur pour développer leur influence et mailler la société. Bah tiens, c'est le président Omar Bongo du Gabon. Un grand maître de la Grande Loge du Gabon. Et ça, c'est le président Denis Sassou Nguesso du Congo. Ici, c'est Jean-Dominique Okamba, qui est, on l'appelle un peu le vice-président et qui est le patron des services secrets du Congo. La Grande Loge nationale française initie vraiment les dirigeants africains eux-mêmes, les présidents africains qui s'initient ensuite les uns les autres. Donc ça crée vraiment un réseau à la tête des États et ça donne une puissance et une influence qui est assez impressionnante. Ces réseaux servent à quoi? C'est en fait, tu me protèges, je te protège. Lorsqu'il y a des contrats, si tu es frère, un fils de lumière, ou si tu es dans une loge, ou si tu es dans mon obédience, si tu es un frère, tu auras le contrat. La Grande Loge nationale française a mis au point une stratégie originale pour se développer. Elle crée des nouvelles loges partout à l'étranger, et notamment dans les pays africains. Quand on regarde en détail la loi de 1905, on découvre des chapitres dont le titre est assez surprenant, puisqu'il y en a un qui s'intitule « De la police des cultes ». Quand l'État assure la police des cultes, je considère qu'il n'y a pas de séparation, mais qu'il y a d'une certaine manière
une mise en tutelle, une mise en résidence surveillée. Et c'était très exactement l'objectif. C'est-à-dire, en quelque sorte, couper les ailes. La franc-maçonnerie est un réseau, d'abord important numériquement. Enfin, c'est un groupe d'hommes essentiellement et de femmes aussi. Il y a une petite disproportion numérique. Il y a quand même beaucoup plus de garçons que de filles en franc-maçonnerie en France. Et donc, c'est un groupe de 150 000 personnes à jour de leur cotisation, comme on dit dans les partis politiques. Et il y a autant de gens, en gros, qui sont passés par là, puis qui ont arrêté parce qu'ils n'avaient plus le temps, parce qu'ils n'avaient plus, voilà, ça leur plaisait pas, etc. Donc ça fait en gros 300 000 initiés en France. Deuxièmement, contrairement à d'autres réseaux, vous y entrez de manière volontaire. C'est-à-dire que le réseau corrézien, c'est les gens qui sont nés en Corrèze. Le réseau franc-maçon, ce sont des gens qui ont décidé de devenir francs-maçons. Le réseau en tant que tel fonctionne toujours pour un certain nombre de décisions, de nominations. Je raconte dans mon livre, par exemple, comment... C'est pas un fantasme de journaliste. Écoutez, on aime ces mondes secrets ou on aime ces mondes secrets. Sophie... Jean-Pierre Raffarin doit être aussi un type qui fantasme beaucoup. Quand il était Premier ministre, un jour il a dit à Francis Mer, son ancien ministre de l'économie, j'aurais jamais pensé que les francs-maçons étaient aussi influents et puissants en France. À quel propos a-t-il dit cela? Eh bien parce qu'il y a eu, en 2004, une grosse bataille pour savoir qui allait être le prochain président d'EDF. EDF est un enjeu de pouvoir très important en France, comme vous le savez. Et il y a eu effectivement un camp qui soutenait François Roussely et qui était un camp composé notamment de maçons, et puis un autre camp qui n'était pas tellement pour. Et effectivement, Matignon, et ça, tous les conseillers de Raffarin me l'ont raconté dans le détail, c'était d'ailleurs désopilant, était assailli de coups de fil de francs-maçons. Il se trouve que quand on est initié, on prononce un serment, et que ce serment concerne essentiellement deux choses, c'est le secret et la solidarité. Pour ce qui concerne le secret, eh bien, on promet de ne pas révéler les travaux en loge, ce que je trouve très bien, et de ne pas révéler qui est franc-maçon. Et là, sur le secret d'appartenance, il y a un vrai problème. C'est que, par exemple, je prends un exemple simple, quand un magistrat est franc-maçon, que le prévenu est franc-maçon et que son avocat est franc-maçon, éventuellement l'expert judiciaire aussi, ça peut poser un problème. Pardon, alors malheureusement on n'a plus le temps, mais l'accusation est extrêmement grave. Là. Oui. Écoutez, j'ai évidemment des exemples. J'ai évidemment des exemples, Paul Amar. Ça peut poser un problème. Ce problème n'existerait plus s'il n'y avait pas de secret de l'appartenance. C'est-à-dire qu'être franc-maçon, c'est très bien. Le jour où les francs-maçons, et d'ailleurs certains patrons d'obédience, appellent leurs membres à se dévoiler. Le jour où il n'y a plus de secret d'appartenance, Jean-Michel Quillardel l'a fait très publiquement. C'est pas une obligation d'eux. C'est pas non plus. Souhaitait que. Et à partir du moment où il n'y a plus de secret de l'appartenance, il n'y a plus de problème. La franc-maçonnerie devient un réseau comme un autre. Oui, mais après la lecture de votre livre, je suis désolée, mais il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas se dévoiler. On dira, mais attendez... De toute façon, avant non plus. Ça, je peux vous l'assurer. Davantage aujourd'hui. Le nombre de responsables politiques qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas francs-maçons alors qu'ils le sont est absolument énorme. Allez, je vais vous laisser poursuivre la conversation en coulisses. Je ne sais pas si vous allez rejoindre la pièce commune. Quelle décision de Nicolas Sarkozy aurait pu lui être dictée par les francs-maçons, puisque vous leur prêtez ce pouvoir énorme auprès du chef de l'État actuel? D'abord, dicter est un mot qui me paraît beaucoup trop fort. L'idée n'est pas là. L'influence, c'est pas de dicter des décisions. Maintenant, effectivement, l'influence des francs-maçons s'est fait sentir quand, par exemple, Nicolas Sarkozy a pris ses positions sur la laïcité. Il y a eu des prises de position fortes, public et non public aussi, concernant par exemple les tests ADN. Pour prendre l'actualité récente, sur l'histoire des caisses d'épargne et des banques populaires, qui sont deux institutions où il y a beaucoup de francs-maçons. Certaines personnes se sont opposées assez vivement aux tests ADN sans être francs-maçons. Mais je dis pas le contraire. Yvette Nicolas protestait, vous dites j'espère bien que je peux lui couper la parole. Oui, vous avez le droit, vous avez le droit. J'espère bien que je ne sais pas si on fait ça chez les francs-maçons, mais si vous avez le droit. Je sais. Oui, vous avez le droit. On la demande. Je la laisse répondre, mais sur les tests ADN, je pense qu'elle aurait du mal à dire que les francs-maçons n'ont participé à rien. Écoutez, en tout cas, sur le plan de la laïcité, c'est évident que pour nous, la laïcité, c'est quand même le socle. Donc, on va défendre la laïcité jusqu'au bout. Nous avons à écrire notre histoire. Dans les fausses oppositions, il y a l'opposition
laïcité, religion. Car être laïque, être même anticlérical, Église catholique, Église de servitude, Église de domination et d'accord avec le pouvoir royal, puis après avec la contre-révolution, c'est pas nécessairement être anti-religieux. Et à la fois historique et politique, parce que très rapidement, la réflexion, elle vient d'Edgar Quinet, c'est la suivante. C'est la Révolution française a échoué parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc, on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc, il faut remplacer ça. Et d'ailleurs, l'échec de 48, où l'Église catholique, les prêtres sont venus bénir les arbres de la liberté des révolutionnaires, c'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu parler au début du XXe siècle de foi laïque, de religion laïque, et que la laïcité voulait être la création d'un esprit public, d'une morale laïque, et donc l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Du signe de croix vous gêne, vous dérange dans la symbolique? Bien entendu, si chacun s'autorisait, vous savez, en République, elle était kantienne, c'est l'exemplarité des comportements. Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire, se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon. Et donc en fait, ceux qui vont construire en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. C'est une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine, donc on a une responsabilité aussi historique, ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre. L'accomplissement final, c'est, disons, une religion qui est quand même très très éloignée, en tout cas, de l'orthodoxie catholique. Tout homme peut devenir un Christ républicain. Et que ce que nous devons faire par la puissance publique, par l'organisation collective de la société, c'est permettre à chacun de réaliser ce type moral. Dans le fond, c'est aussi un but, on se dit souvent à quoi sert l'éducation, alors donc produire des citoyens, instruction civique, des gens capables de s'insérer dans la société, travail, etc. Là, ça rajoute une dimension. Nous avons à l'école, c'est pour ça qu'on a enseigné les morales laïques à l'époque, nous avons aussi à l'école à forger des gens qui portent un certain nombre de valeurs. La question, comment faire pour réussir? Et ils se disent finalement, remplacer une classe sociale par une autre ne suffit pas, il faut faire une révolution matérielle, c'est sûr, c'est important, mais il faut aussi faire une révolution des esprits. Or, si nous n'avons pas réussi, c'est que nous nous sommes occupés du matériel, on a remplacé dans le fond les aristocrates par les bourgeois, hein, c'est ce qui s'était passé au XIXe siècle, mais on a laissé la domination intellectuelle à l'Église catholique, qui était extrêmement puissante. Et là, ils se disent, non, il faut aussi qu'on s'occupe du spirituel et des consciences. Et je dois dire qu'il y a une importance déterminante de la franc-maçonnerie dans cette affaire-là, dans la continuité de ce que vous avez appelé les religions du XVIIIe siècle. Qu'est-ce que se disent ces gens-là? Il faut que nous construisions une espèce de religion spécifique à la République qui permette, pas seulement des intellectuels, qui permette de toucher l'ensemble des enfants dans nos villages face au curé, l'instituteur
doit être porteur d'un certain nombre de valeurs qui ne sont pas seulement matérielles, mais éthiques, spirituelles, etc. Et ils font quelque chose, alors ils se disent à un moment quand même, bon, la religion catholique c'est une religion d'oppression, c'est une religion d'autorité, il y a une religion de liberté, c'est le protestantisme. C'est d'ailleurs dans les débats de la Révolution française, autour de Madame de Stel, Benjamin Constant. Donc ils se disent, il faut inventer autre chose. Le catholicisme c'est l'oppression, le protestantisme ça marche pas, et cette autre chose va s'appeler la laïcité. Bonsoir Pierre Berger. Bonsoir Odile Kleyev. Merci beaucoup d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes le président de la Fondation Berger Yves Saint-Laurent, vous présidez aussi le site d'Action, bien sûr, vous êtes copropriétaire du Monde, vous êtes un grand patron et un homme de gauche très engagé depuis des années, un ancien ami de François Mitterrand, évidemment. Vous connaissez bien François Hollande, vous avez soutenu la campagne Ségolène Royal, celle de François Hollande. Enfin voilà, une petite présentation, mais tout le monde vous connaît bien. Et je voulais d'abord parler avec vous du mariage pour tous, adopté hier par le Conseil des ministres, et la polémique enfle. Est-ce que cela vous inquiète? Ça m'inquiète un petit peu. Je trouve que François Hollande a eu tort. Il aurait dû faire passer cette loi dès son arrivée, avant les vacances, en juin ou juillet. Il était évident que, ne faisant pas cela, il a permis aux opposants de fourbir leurs armes, de se regrouper, et aux églises, qui existent de moins en moins, de trouver une manière d'exister, de refaire ce qui s'était passé au moment de l'école libre. Je me souviens de cette époque. Moi, vous savez, je suis profondément laïque et je dénie aux églises le droit de s'occuper de notre société. Et moi, ce que j'explique, c'est que la franc-maçonnerie est l'église, le clergé occulte de la République, mais ça peut être qu'occulte, puisque la République prétend qu'il n'y a rien entre l'État et le citoyen. Ils ont le droit, les églises ont le droit de s'occuper de leurs fidèles. Les églises ont le droit de faire ce qu'elles veulent dans leur territoire, mais en aucun cas de nous dicter des lois. C'était la même chose contre l'avortement. Vous n'avez pas oublié, j'imagine. Récemment, nous avons eu la fâcheuse histoire du pape et des préservatifs. Et je trouve que ça suffit. Et je trouve que l'Église catholique, et particulièrement celle-là, ferait mieux de s'occuper de ce qui se passe chez elle. Alors, c'est vrai que les trois religions, pas ensemble, mais se sont engagées sur ce terrain en affirmant, en exprimant leur désapprobation. Notamment, un des arguments, et pas seulement des églises, qu'on entend, c'est pourquoi le mot mariage? Pourquoi pas les mêmes droits? L'amour est reconnu, mais pourquoi le mot mariage qui est une institution millénaire? D'abord, je vous arrêterai sur le mot amour. Ça, c'est très facile. C'est en général les gens homophobes, ce qui n'est pas votre cas, qui parlent de l'amour pour expliquer l'homosexualité. C'est d'abord de la sexualité. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Alors après, si on s'aime, on s'aime. Si on ne s'aime pas, on ne s'aime pas. Mais l'homosexualité, comme l'hétérosexualité, c'est d'abord de la sexualité. Alors pour répondre à votre question, moi je pourrais être d'accord avec ce qu'on vient de dire. Pourquoi pas un Pax? J'ai été paxé. Pourquoi pas un Pax? Vous seriez marié si ça avait existé? J'en sais rien, je ne peux pas répondre à cela comme ça, parce qu'on ne se marie pas tout seul. Donc je ne peux pas répondre. Mais il y a une autre question, et qui dépasse l'homosexualité, qui dépasse le mariage, qui dépasse le Pax, qui repose sur une seule chose, l'égalité. Pourquoi y a-t-il deux vitesses? Pourquoi une classe serait-elle réservée aux hétérosexuels et une autre classe aux homosexuels, qui n'auraient pas le droit de monter dans le même wagon? Non, il y a quelque chose qui est choquant là, puisque la procréation médicalement assistée n'est pas autorisée. Ça, soyons précis. Ça peut changer. Peut-être, et je le souhaite. Comme ça, le genre, la théorie du genre, chacun choisit sa sexualité. Sauf que c'est pas ça avec les enfants, c'est pas ça avec la famille, parce que derrière l'histoire du mariage, donc tu as raison, tout le monde se fout en vérité. Derrière le mariage, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ça qui t'embête. Il y a la PMA et il y a la GPA, la procréation médicale assistée et la gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses. Inéluctablement. Non, qui ne sont pas dans le projet de loi actuel. Non mais attendez. Là, on va arrêter l'embrouille. Ok. En 98,
On nous a fait déjà l'embrouille avec le Pacs. Madame Guigou est montée à la tribune solennelle et elle a dit jamais il n'y aura le mariage. Parce que le mariage, c'est le lien à la filiation, aux générations précédentes, etc. 15 ans plus tard, Madame Guigou vient, la gueule enfarinée, et dit ah oui mais vous comprenez, il fallait pas le dire parce que la société n'est pas prête. Donc là, on nous fait le même coup 2 fois. Après, on va nous dire dans quelques années, dans quelques mois, ah mais la société est prête, ça y est. Domenech va dire mais voyez, ça se passe très bien. Et hop, on va nous enfiler la PMA, et puis ensuite les mercantils. Tu vas être surpris. Monsieur Berger, le maître de tout ça, Monsieur Berger. Le maître de tout ça, oui, qui finance depuis 20 ans tous les groupes qui s'agitent depuis 20 ans. Vous parlez de Pierre Berger, hein? Pierre Berger, absolument. Je dis le maître de tout ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit je ne vois pas la différence, c'est scandaleux, c'est une discrimination honteuse. Il y a même chose que de prêter ses bras. Les ouvriers donnent leurs bras dans les usines et les femmes donnent leur ventre pour faire des enfants. Mais c'est kiff-kiff tout ça, voyons. C'est la même chose, monsieur Domenech. Et je le souhaite. Je ne suis pas concerné par cela. Je le souhaite, mais parce que les gens ont le droit aussi. Je trouve qu'il y a une manière d'entrer dans la vie privée des gens qui n'est pas tolérable. C'est pas tolérable quand l'État le fait. Et ce n'est pas tolérable quand une église, quelle qu'elle soit... Vous savez, l'homosexualité a été proscrite pendant longtemps, tue presque toujours, et ignorée le plus souvent possible. Ceci, il faut que ça cesse. Et on va s'apercevoir, on le sait déjà, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'homosexuels des deux sexes qu'on l'imagine. Le mariage gay va passer, je ne sais pas ce qu'on arrangera pas, c'est autre chose. Il passera, et si l'opposition revient aux affaires, ce que je ne souhaite pas, mais si elle revient aux affaires, je suis certain qu'elle ne touchera pas au mariage. Thomas mettra au monde sa fille le 3 juillet prochain. Thomas Bissy a livré son témoignage à un magazine américain en ligne. L'Américain est né femme, il est bientôt futur papa. Sa compagne depuis 10 ans, Nancy, ne peut avoir d'enfant. Thomas a donc décidé de le porter. Luckily, I don't have stretch marks running all over my stomach. I've been putting cocoa butter and vitamin E